Assalamu alaikum. On va commencer cette séance. Je crois que c'est la quatrième séance. On va voir tout ce qui est en relation avec le RAG, le RAG. On va voir la signification, pourquoi on utilise ce principe-là dans l'intelligence artificielle et comment l'utiliser avec Spring AI. J'ai préparé une petite présentation pour nous guider et je vais l'envoyer à vous pour vos travaux. Si vous voulez travailler avec le RAG, vous aurez un petit guide pour vous aider. Je vais commencer par présenter ou par partager mon écran. Donc, je partage tout l'écran. C'est visible, Monsieur Imran? Ok. Voilà la présentation intitulée Spring AI 2.0 avec le RAG. Pour commencer, le RAG, c'est quoi le RAG? Le RAG, c'est la génération augmentée par récupération. On va augmenter notre prompt. On va intégrer quelques données avec notre prompt pour avoir des résultats plus fiables. Pourquoi on fait ce principe-là? Pour des simples raisons que je cite ici. Premièrement, réduction des hallucinations. Comme vous le savez que les LLM peuvent parfois inventer des choses qui ne sont pas dans les documents ou qui ne sont pas dans leurs paramètres. Donc, c'est pour ça on va donner à notre LLM des documentations, des documents. Elle va se baser sur ces documents-là. Donc, elle aura des informations fiables pour des réponses plus pertinentes. Donc, avec l'utilisation de RAG, on va fournir des documents à notre LLM. Notre LLM se base sur ces documents-là et il va formuler les réponses. Donc, c'est ça la première raison qu'on utilise le RAG, c'est de réduire l'hallucination. Donc, on ne laisse pas notre LLM inventer des choses. Il va se baser sur des documents qui sont réels. Deuxièmement, un accès à des informations toujours à jour. Comme vous le savez, un LLM est un stateless. Il est figé dans le temps. Après l'entraînement, il ne va rien apprendre. Donc, après cette étape cruciale de l'entraînement, ces paramètres sont figés. Donc, il connaît que les informations de l'entraînement. Les nouvelles informations sont inconnues pour lui. Il ne peut pas les connaître. Donc, par cette méthode-là, on peut donner des nouvelles, on peut ajouter d'autres documents à notre LLM et il va être à jour. C'est pourquoi que j'ai écrit accès à des informations toujours à jour. Donc, pour augmenter la valeur de notre LLM. Après, on peut dire que l'exploitation sécurisée des données privées. Dans les LLM, on peut utiliser nos données privées, les données privées d'une entreprise, et on peut ajouter les privilèges sur ces données-là. Je peux donner un rôle à un utilisateur qui peut accéder par exemple, à quelques types de données. Un autre, il peut accéder à d'autres types de données. Un administrateur, il peut consulter tous les types de données. Donc, je peux utiliser des privilèges et ajouter des rôles sur l'accès aux données. Le RAG, c'est simplement une base de données. Comme vous le faites avec des bases de données, vous donnez des privilèges d'accès. Donc, vous pouvez faire les mêmes privilèges pour le RAG. La traçabilité et la citation des ressources, on peut par la suite donner à notre RAG la possibilité de nous citer la source.
s'il va trouver quelques informations, il va dire que j'ai trouvé l'information telle dans le document tel ou dans un fichier Excel ou dans un fichier PDF. Il peut citer la source de, du résultat. Donc, c'est très important pour les entreprises de savoir parfois où on a trouvé cette information-là. Enfin, c'est la rentabilité et l'agilité. Pour la rentabilité, il est très coûteux d'entraîner toujours un LLM. Donc, c'est à chaque fois, chaque période, on va entraîner un LLM. Il va coûter trop cher. Mais avec les, le principe de RAG, on va ajouter tout simplement les documents nécessaires. Il va être mis à jour. Il va être mis à jour. Donc, le coût est très faible en utilisant un RAG. Même les grandes entreprises, ils n'entraînent leur LLM que en 4 mois, parfois une année, parfois 2 années, et pour la simple raison que c'est très coûteux d'entraîner un LLM, surtout sur les LLM, les grands LLM. Donc, pour une entreprise, je crois que l'utilisation des RAG, c'est très rentable et simple. On peut l'utiliser, on peut mettre à jour si un document est obsolète, on peut le changer simplement en effaçant ce document et en ajoutant ou en écrasant le document ancien. Donc, notre RAG va augmenter les performances ou les connaissances dans notre LLM et il va booster les réponses pour qu'ils soient plus fiables et plus utilisables par l'entreprise. Donc, Petite question, Mr. Khalid. oui, oui, Est-ce que toujours on utilise deux documents? On ne peut pas utiliser par exemple des bases de données, des sites web, je ne sais pas, oui, d'autres types de documents, oui. bien Merci, monsieur Ahmed. d'autres types de sources de données. Ouais. Pour le RAG, il est essentiellement utilisé pour les données non structurées. Pour une base de données structurée, c'est facile, on n'a pas besoin de faire le RAG, mais pour les documents PDF, les documents Excel, les sites web aussi, ils sont en HTML, donc on peut les considérer comme non structurés. Des fichiers JSON. Euh, donc ce type de fichiers et de documents, il est préférable d'utiliser le RAG. Mais pour des données structurées, on peut faire un accès direct à la base de données. On peut donner l'accès par un simple tool. On crée un tool qui va accéder à notre base de données et récupérer les informations nécessaires. Pour les documents supportés par Spring AI, je vais les montrer. Euh, dans la documentation officielle de Spring AI, j'ai déjà mentionné le lien sur cette présentation. On va voir tous les documents qui sont supportés par Spring AI. Donc, Khalid, l'accès aux bases de données, ça fait pas partie du RAG, c'est ça? Oui, une base de données simple, Postgres ou MySQL ou là, nous ne citons pas le RAG. On peut faire une simple requête pour obtenir des informations et les greffer sur notre prompt. On va voir pourquoi ça, pourquoi le RAG est totalement spécifié pour les données non structurées. On va voir ça après ce slide-là. Donc, comment ça marche? Donc, pour notre génération augmentée par la récupération RAG, et elle se divise en deux parties. On va faire premièrement ce qu'on appelle l'ETL, l'extraction et la transformation et le chargement des données dans une base de données. Cette base de données est totalement spécifique, elle est vectorielle. On peut l'appeler vector store. On va enregistrer nos données sous forme de vecteurs. Et on ne va pas les enregistrer sous forme de texte ou image. On va faire un vecteur qui représente la signification du texte. Donc, ici, j'ai des documents texte, Word, Excel.
je vais utiliser un embedding model, un modèle de vectorisation qui va vectoriser ces données-là et l'enregistrer dans notre base de données. Donc, c'est ça la première étape à faire. On doit remplir notre base de données par les connaissances. Il ne va pas accéder directement au fichier PDF, mais il va accéder à la base de données ou la vectorisation de la base de données. Donc c'est ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsque quelqu'un va envoyer un prompt. Donc c'est la deuxième étape, c'est retriever ou la récupération. On va récupérer notre donnée. Si quelqu'un envoie une requête, cette requête se divise en deux parties. La requête principale, elle reste intacte, mais on va faire une autre opération. On va prendre cette requête, on va la vectoriser, on cherche dans notre base de données vectorielle tous les documents similaires ou qui ont une correspondance avec notre requête. Supposons que je cherche sur la documentation d'un objet. Donc je vais citer l'objet tel. Donc après la vectorisation, on va chercher dans notre base de données VectorStore tous les éléments ou tous les documents qui ont ce nom-là par similarité, même si le nom n'est pas écrit exactement. Exemple, si j'écris voiture, mais dans notre base de données, il y a véhicule. Donc ce modèle-là de vectorisation, il sait que véhicule et voiture, ce sont la même chose. Donc il va retourner le document qui contient le mot véhicule aussi. Donc c'est l'importance de VectorStore. Les données sont cherchées non par mots-clés, mais par similitude ou par sémantique. C'est pourquoi on dit la sémantique du texte, le معنى. Donc, elle respecte la sémantique. Donc, on cherche tous les documents qui ont la même sémantique que notre query, notre prompt. Et après, on va ajouter les documents qu'on a trouvés avec notre prompt. On va donner tout ça à notre LLM. Donc, notre LLM, il connaît la requête, il connaît le prompt. Il a des informations qui sont à jour, qui sont fiables. Donc, en utilisant ces informations, il va nous donner les résultats possibles. Pour moi, je vais faire dans cet exemple-là un CV. Donc, je vais charger un CV, je vais charger... Khaled, une question. Oui. Est-ce que la mise à jour de la base VectorSource, ça se fait en temps réel ou bien c'est à nous Ah de oui, lancer cette opération? oui, c'est à nous qu'on répète cette opération-là. On peut faire un simple contrôleur, on upload les documents seront après transformés et récupérés et enregistrés dans notre vector store. C'est le développeur qui aura en charge comment il va mettre à jour le vector store. Donc, c'est comme une base de données, il va insérer, supprimer, même si il est préférable d'insérer seulement et supprimer. Il n'y a pas l'option de mise à jour. Donc, il n'y a pas update. Si je veux un document, je vais le supprimer et ajouter l'autre. Donc, dans notre cas, on va commencer par la première partie. On va alimenter notre vector store par les données nécessaires de notre entreprise. Pour l'exemple, je vais travailler sur les CV. Donc, je vais alimenter mon vector store par un CV ou deux. Après, je vais questionner ou donner des questions sur OLLM. Par exemple, quelle est l'expérience de Monsieur Kda? Quelles sont les compétences en informatique? Quels sont les projets que Monsieur, par exemple, Imran a fait dans son carrière?
Donc, je peux poser des questions simples en texte naturel, en langage naturel, et notre RAG s'occupe de donner les résultats correspondants. Est-ce que ceci est clair? Oui, pour moi c'est clair. Je ne sais pas les autres s'ils ont des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, directement. On va coder ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à s'exprimer. Monsieur Khalid, Oui, je vois qu'il y a deux embedded modèles. oui, Donc, c'est le même. le même. Je vais utiliser le même modèle pour la première partie et la deuxième partie. Et c'est très important d'utiliser le même dans la première partie pour la conversion des documents vers la vectorisation et pour la deuxième partie, l'utilisation des requêtes aussi. Donc, il faut utiliser le même modèle. Elle est préférable. Ok, c'est clair, merci. Merci. Pour ces modèles de vectorisation, on les trouve sur Olama. Donc, tous les fournisseurs de l'IA générative comme Google, OpenAI, vous fournissent un LLM et un embedded. On l'appelle le modèle de vectorisation. Donc, vous aurez le lien de modèle de vectorisation pour vectoriser vos données et le lien de votre LLM si vous voulez poser des questions. Donc, pour moi, je vais travailler en local avec Olama. Je vais télécharger euh, pour ce TP-là un modèle de vectorisation et un modèle LLM. Donc, j'ai déjà téléchargé ça. Je vais vous montrer euh, ce que les modèles que je dispose. Monsieur Khalid, si Oui, on veut résumer ça, le RAG, il est fait pour extraire des données non structurées. C'est oui, ça. oui. D'accord. Et les plus utilisés pour les données non structurées. Si vous pouvez faire même les données structurées, mais c'est le rôle le plus C'est- Mais important, c'est pas ça c'est, l'objectif. oui, l'objectif, c'est de données non structurées parce que vous le savez certainement que c'est très difficile d'extraire des données d'un fichier PDF, d'un fichier Word, d'un fichier Excel ou d'autres types. Donc pour moi, euh, j'ai les modèles suivants. Ah. J'ai téléchargé trois modèles d'embedding. Vous remarquez qu'il y a ici embedding, Queen embedding de Alibaba, euh, Nomic embed text et embed gamma de Google. Pour C'est ce TP, Khalid, c'est quoi la différence entre un LLM normal et un embedding? oui, pour un embedding, pour embedded ou la vectorisation, il s'occupe seulement de la conversion du texte au vecteur mathématique. Seulement, il fait que ça. Et il crée parfois des vecteurs de sémantique. Mais pour l'LLM, il va générer des réponses en se basant sur ces vecteurs-là. Donc, pour un LLM, la partie embedding, elle existe déjà là. Elle est plus sophistiquée qu'un embedding. Quand on utilise un LLM, on passe toujours par un embedding parce que notre requête, elle va être transformée en token. Ce token-là, ils vont être transformés en vecteurs pour que ces vecteurs-là soient calculés dans des grandes matrices d'LLM. Donc la partie de la conversion du texte vers les, les vecteurs, les modèles de vectorisation sont responsables de cette étape-là. Et Donc là, l'LLM, il inclut par défaut oui, la fonctionnalité il a besoin d'embedding. d'un embedding. Il a besoin ou bien il inclut par défaut Donc il peut directement. l'inclure, mais on peut créer un objet séparé et interagir avec notre LLM.
On ne le sait pas, Oui, mais par défaut, il inclut, oui, non? il inclut ça. D'accord. Donc, on a beaucoup, mais j'utilise que les LLM qui sont à faible coût, surtout pour la mémoire. Donc, pour Queen, il est plus efficace. Je crois qu'il connaît mieux la similitude entre les mots. Il connaît la correspondance. Mais pour notre simple test, ce modèle de vectorisation suffira largement. Et pour les autres, les modèles simples, Gamma 4, Gamma 4, Gamma 3, Mistral, un LLM simple. Donc je vais Monsieur utiliser Khalid, un modèle je de reformule, vectorisation et un modèle LLM. Oui, monsieur Imran? je reformule ma question pour bien comprendre. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, Gamma 4 Latest Ouais. pour euh, qu'il fonctionne en tant que un embedding? Non, non, Non? non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il est déjà, il a plus de fonctionnalités. Il se base pour Gemma, il se base sur un embedding, il est inclus à l'intérieur, mais on n'a pas l'accès à ce fichier-là. Ok, ok. Maintenant, j'ai compris. Merci. Ouais. Donc, nous avons maintenant à notre cerveau où nous avons les étapes qu'il faut réaliser. On va commencer par la première étape, c'est le remplissage de notre vecteur store. Après, on va faire l'utilisation ou la récupération des données de notre vecteur store. Donc, je commence par la première étape. On crée un projet Spring. Spring Initializer. Donc, je choisis Maven, Java, la dernière version stable, le nom du groupe et le projet, RAG CV par exemple. Donc, je laisse les autres paramètres par défaut. Donc, j'ajoute Olama, j'ajoute aussi Web pour qu'on pour qu'on puisse tester notre application au web. DevTools. Pour le Vector Store, il y en a beaucoup, mais pour cet exemple-là, je vais choisir PG Vector. C'est une adaptation de Postgres pour qu'elle soit utilisée comme Vector Store. PG, donc PG Vector, Vector Database. Je crois que c'est suffisant pour le moment. Donc je génère mon, mon projet. Je vais extraire le fichier zip. Donc celui-là. Ou décompresser, extraire ici. Maintenant, j'ouvre mon projet avec IntelliJ.
Donc je crois que j'ai nommé mon projet RACCV. Où se trouve? Ah, c'est pas celui-là. Donc, nous commençons par les dépendances nécessaires. J'ai le contrôleur web pour utiliser les endpoints. J'ai mon vector store, le modèle Olama et le PG Vector, il est en train d'être téléchargé. Donc je dois avoir cette base de données là. Je l'ai déjà installée au mode Docker. Donc je lance mon PG Vector comme sous un container Docker. Donc voilà PG Vector. J'ai déjà téléchargé l'image. Donc je vais lancer ma base de données vectorielle. Donc pour la déclaration de dépendance, dans notre guide, soit on utilise Olama, soit on utilise un fournisseur externe comme Google ou OpenAI. Donc pour nous, nous allons utiliser le modèle local Olama. Donc c'est cette dépendance qui est nécessaire pour nous. Après, pour les bases de données, on va mettre notre base de données Vector Store et on va choisir une implémentation. Pour la nôtre ou pour le nôtre, on va choisir PG Vector, Postgres Vector. Il existe d'autres euh, vecteurs qui sont plus performants ou moins performants, mais PG Vector pour notre simple ou pour des projets moyens est largement suffisant. Oui, vous pouvez l'utiliser pour les deux, pour les bases de données structurées, pour des bases de données structurées, créer simplement vos tables, les relations, et une seule table qui sera utilisée pour la vectorisation des données. Donc, on a déjà fait ça. Après, nous avons besoin d'une dépendance pour lire les fichiers. Donc, si nous voulons lire les fichiers ou charger les fichiers PDF, c'est cette dépendance-là qu'il faudra ajouter. Si vous voulez d'autres types de fichiers, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et il va vous envoyer directement sur la documentation officielle de Spring AI où vous trouvez les autres dépendances pour d'autres types de fichiers. Donc je vais cliquer sur ce lien-là. Donc c'est bien. Voilà. Je vais descendre direct pour les fichiers JSON. Donc pour les fichiers JSON, on va utiliser simplement ce que
ce que Spring AI utilise parce que le format JSON est très reconnu par les fichiers, par Spring. Pour l'HTML, on utilise JSON, donc vous utilisez cette dépendance-là pour lire les pages HTML et récupérer les pages HTML. Si vous voulez utiliser, il y a un exemple ici, pour les dépendances Markdown, les fichiers Markdown, donc vous utilisez cette dépendance-là. Et il y a un exemple d'utilisation ici. Pour les fichiers PDF, je vais utiliser celle-là. Donc pour notre exemple, on va utiliser les PDF Document Reader. Donc l'exemple que j'ai fait, je l'ai pris de Spring AI documentation, de la documentation de Spring AI. Donc, pour d'autres types, si vous voulez une seule dépendance qui peut lire la majorité des documents, vous pouvez utiliser AI Tika Document Reader. C'est un projet Apache. Il est très utilisé pour lire les documents DocX, PPTX, HTML. Vous pouvez consulter la documentation de Tika Document. C'est un projet qui peut lire la majorité des fichiers. Donc, si vous voulez une seule dépendance qui peut faire tout, vous pouvez utiliser celle-là. Et comment l'utiliser? Vous trouvez ici un exemple d'utilisation de la dépendance. Pour notre exemple, je vais me contenter que des fichiers PDF. Donc, je vais utiliser la dépendance suivante. Copier. Et je vais l'ajouter ici. Maintenant, on va faire la configuration. Comme on l'a fait la dernière fois, il faut configurer notre fournisseur d'LLM Ollama. Donc, pour le configurer, il nous faut deux lignes. L'URL, c'est le lien par défaut de notre Ollama et le modèle choisi. Donc, je vais choisir un modèle installé en local pour travailler. Si vous travaillez avec un fournisseur externe, vous devez acquérir l'API ou le Key API, un clé de sécurité ou un token, et vous choisissez le modèle. Donc, pour ma part, je vais travailler avec Ollama, je vais choisir cette configuration-là. Monsieur Khaled, une question Oui. un peu hors contexte, mais je le vois importante pour la sécurisation de Ollama, Oui. du serveur, bien du service d'administration, on veut le sécuriser. Par exemple, on le déploie sur un VPS, on veut que seulement ceux qui ont l'accès qui peuvent utiliser ce modèle. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode pour sécuriser ça? Oui, il existe des méthodes. Vous pouvez utiliser directement une interface web pour la sécurisation. Vous pouvez même créer des comptes pour des utilisateurs. Euh, cette cette interface-là, elle existe. Il existe d'ailleurs plus. On l'appelle Open Web UI. Open Web UI. Vous pouvez l'installer et elle joue l'intermédiaire entre les utilisateurs et votre Ollama. Donc, vous pouvez créer même comme ChatGPT une interface où l'utilisateur peut créer. Non, 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 c'est pas ça, Monsieur Khaled. C'est par exemple, on va déployer ce service sur un VPS. Oui, Si quelqu'un il a l'URL http l'adresse IP le port, il peut y accéder et utiliser ce modèle, n'est-ce pas? oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a une façon ou une manière pour le sécuriser, par exemple, dans la configuration, ajouter un mot de passe ou un secret ou quelque chose comme ça? Pour Ollama, je crois que vous devez faire une autre couche, votre programme, un intermédiaire, un filtre, un middleware qui va récupérer les requêtes. S'ils sont autorisés, il va les laisser passer. S'ils ne sont pas, il va les bloquer.
Il n'y a pas directement cette fonctionnalité-là parce que Olama, il s'est spécialisé à la création, au modèle. Donc, à l'inférence du modèle, il va charger le modèle, il va récupérer la requête, il va donner cette requête à notre modèle et récupérer les résultats. Il n'est pas spécialisé dans la sécurité, mais vous pouvez ajouter une couche, un simple middleware ou un simple proxy qui va faire l'objet de sécurité et autoriser ce que vous voulez autoriser et bloquer ce que vous voulez bloquer. Ok, ok, ça marche. Merci, c'est Khalid. Donc, maintenant, on va créer notre configuration. Donc, je vais copier directement. CTRL-C. Voilà pour la configuration de notre Olama. Après la configuration d'Olama, je vais configurer le modèle embedding. Je vais choisir un modèle. Je vais copier ça et expliquer. CTRL-C. Donc, notre configuration complète est celle-là. Donc, pour les deux lignes suivantes, on va choisir Olama avec le modèle Mestral. Je vais changer ce modèle-là, je vais choisir Gemafor. Après, je vais choisir le modèle d'embedding. Donc, pour moi, j'ai choisi ce modèle-là parce que c'est le plus petit modèle et le plus rapide. Pour notre base de données, on va configurer la base de données simplement comme une base de données Postgres. Je vais donner le URL, le mot de passe et l'utilisateur. Après, ce qui est nouveau pour les vecteurs database, ce sont ces trois lignes. Premièrement, je vais choisir l'algorithme d'indexation. Comment on va chercher dans cette base de données. Il y a plusieurs algorithmes. J'utilise HNSW. J'ai cherché sur ce modèle-là. Il est le plus rapide en recherche. Donc, je vais l'utiliser. La manière dont on va calculer la similitude entre deux vecteurs ou deux termes, il y en a beaucoup. Mais le plus utilisé, c'est cosinus distance. On va calculer le cosinus entre deux distances, entre deux vecteurs. Si les vecteurs sont proches, on va calculer ça par l'angle qui existe entre les deux vecteurs. Et après, qui est très important, quel est le nombre de dimensions utilisées dans votre embedding. Donc, je peux chercher sur le nombre de dimensions et l'écrire ici. En utilisant ça, donc LS pour connaître tous les modèles. Pour notre exemple, je vais utiliser Gemafor le plus petit ici. Copier. Donc, CTRL-V. Pour ce modèle-là, si vous voulez connaître le nombre de dimensions, donc vous faites Olama show pour afficher les informations. Donc on clique ici, vous trouvez ici l'embedding, c'est 778 dimensions. Donc j'ai écrit ce nombre de dimensions. Donc, nous avons terminé notre configuration. Maintenant, on peut l'utiliser. Nous avons terminé par la configuration. Maintenant, pour les données, pour charger les données, on va passer par trois étapes. La première étape, c'est l'extraction. On va définir notre fichier. La deuxième étape, c'est la transformation. On va fragmenter, on va diviser notre fichier sur des documents plus courts. Après, on va les enregistrer dans un vector store. L'enregistrement est facile, il suffit qu'une ligne pour faire ça. Donc, nous commençons par l'extraction. Pour l'extraction, je vais utiliser le fichier PDF la dépendance qu'on a utilisé pour lire le fichier.
C'est ça l'extraction. Et il y a quelques configurations si vous voulez les mettre. Si vous voulez ne pas faire la configuration par défaut, vous pouvez mettre que ces deux lignes. Donc je vais commencer par créer un fichier. Donc je vais appeler ce fichier-là load data. Donc c'est une classe Java. J'aimerais faire des choses simples. Je crois que je vais utiliser command line runner. Donc à chaque démarrage de notre application, il va charger les données dans notre Vector Store. Vous pouvez créer vous-même soit un contrôleur qui reçoit les fichiers, après il va les traiter et les enregistrer dans Vector Store. Mais pour nous, on va utiliser que le command line runner pour charger les données au démarrage de notre application Spring Boot. Implements. Donc voilà, je vais faire le code ici. Donc il faudra que j'annote cette classe avec component. Maintenant, je peux faire le code suivant et l'expliquer. Étape extraction. Donc, je dois ajouter le fichier. Donc pour moi, je vais insérer un fichier dans les ressources et l'utiliser. Je vais choisir un CV. Donc je vais choisir celui-là. Un CV PDF, au format PDF. Donc pour ce PDF-là, je vais l'insérer. Il y en a plusieurs méthodes. Soit je l'insère directement par la méthode, par les arguments de la méthode, ou par attribut. Je vais essayer par ça. Donc ressources. Et je fais @value. C'est Khalid, je ne sais pas ce qui va marcher ou non parce que cette méthode, il est override. Donc, c'est-à-dire qu'il est connu Donc, par l'interface command line runner. ok. Je peux le faire comme un attribut. Oui, et peut-être c'est mieux. Oui, ok. Merci. Classe path. Comment on a c'est path.
Donc, il a reconnu le fichier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai choisi le fichier. Pour notre exemple, je vais choisir qu'un seul fichier. Mais vous pouvez faire le rediriger vers un dossier et faire un petit programme qui va lire tous les fichiers PDF qui existent dans le dossier et les charger un par un. Donc, pourquoi j'ai fait cette configuration? Et j'estime qu'elle est importante, que vous connaissez cette configuration-là. Premièrement, with page top margin 0. Donc, il va prendre toute la page, il va commencer par 0. Même le bottom, vous pouvez choisir 0. Par défaut, c'est 0, mais je veux que vous savez que cette configuration existe. Parfois, je ne veux pas lire les en-têtes et les en-têtes ou les pieds des pages. Je peux, par exemple, commencer par quelques pixels en haut et par quelques pixels en bas pour éliminer les, les, les en-têtes. Il y a une autre méthode utilisée pour formater. Donc, with number of top text lines to delete. Donc, je demande de ne pas supprimer les lignes. Donc, si je veux travailler avec les lignes. Donc, parfois aussi pour les en-têtes et les pieds, vous aurez toujours deux lignes en en-tête pour des centaines de pages ou en haut. Vous pouvez les éliminer. Vous disiez que les premières lignes, le premier, le deuxième ou le troisième, je vais supprimer ces trois lignes parce qu'elles se répètent dans tous les textes. Donc c'est pour cela que cette configuration il existe. Après, c'est aussi nécessaire. Chaque page va devenir un document. Donc, on va convertir notre fichier PDF qui contient par exemple 4 pages. Chaque page devient un document. Et je peux même ajouter quelques tags ou des étiquettes sur ce document-là pour simplifier la recherche ultérieure. Donc, j'utilise toujours un document par page ou une page par document. Après, je vais dire, je vais charger le fichier et la configuration. Si vous ne voulez pas utiliser la configuration, vous pouvez charger seulement le fichier. Donc, et je vais lire le contenu de ce fichier et l'affecter aux variables document. Après ça, on va faire la transformation. On va transformer les documents lits pour les fragmenter ou les diviser en petits morceaux pour faciliter l'enregistrement dans notre base de données. Une petite question là, Monsieur Khalid. Comment on peut savoir si, par exemple, c'est un ACV avec 4 pages et chaque page devient un document? Comment on peut savoir, par exemple, si le troisième document fait partie au CV1 et non au CV2 ou au CV3, etc. Ah oui, si vous avez des documents, par exemple ici, j'ai qu'un seul CV par document. Donc si j'ai plusieurs CV dans un dossier, chaque dossier, je vais enregistrer les métadatas de ce fichier-là. Il va faire ça automatiquement pour nous. Après, je vais vous montrer comment il va enregistrer et vous regardez qu'il enregistre quelques métadatas sur le document. Il enregistre que cette page-là, elle appartient au document suivant. Mais vous pouvez les ajouter vous-même en ajoutant quelques tags au document. On va voir ça. Donc la deuxième partie, c'est la transformation. On ne va pas insérer le document tout en entier. La plupart du temps, on va le diviser sur des chunks, des morceaux de texte pour les enregistrer et pour
faciliter l'intégration, faciliter l'intégration de ce document dans un prompt. Si, si on ne divise pas sur des petits morceaux, c'est comme on ajoute tout le CV avec le prompt ou tout le document avec le prompt. Mais nous ne voulons que la partie essentielle. Donc, on va ajouter que le morceau essentiel à notre requête dans notre prompt. Donc, le token text splitter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découper chaque document, donc le document, en petits morceaux. Donc, c'est la configuration. Donc, je dis, pour moi, j'ai copié la configuration par défaut de Spring AI. Ils ont choisi 1000 tokens par morceau. Donc, on va diviser notre document par 1000 tokens, à peu près 1000 tokens. Attention, ici, il respecte la sémantique. Il ne va pas diviser une phrase en deux. Parce que s'il divise la phrase en deux, on va perdre la sémantique et on va perdre le sens. Donc, il a un algorithme qui connaît où il va diviser, mais il va essayer de faire un maximum de tokens par morceau ou par morceau de texte de 1000. Il va choisir 1000. Nous avons choisi 1000 ici. Donc, il y a d'autres configurations, par exemple le min chunk size char. Le minimum de caractères par morceau, c'est 400 caractères. Vous définissez que le minimum soit 400 caractères ou plus. Le minimum, c'est 400. Pour les textes où c'est par hasard, nous divisons notre document et un document aura la taille de 10 caractères, on va l'éliminer parce que 10 caractères, dans la plupart du temps, il n'a pas de sens. Donc, parce que I, and, ce sont que des relations où elles relient des phrases. Donc, pour ici, le maximum de chunks par document. Donc, on va diviser ce document-là au maximum à 5000 morceaux. Donc, 5000 morceaux, c'est trop pour un CV de quelques pages. Mais si le document a 100 pages ou 200 pages ou 400 pages ou quelque chose comme ça, le maximum des morceaux qu'on va prendre, c'est 5000. Donc, vous pouvez spécifier vous-même le maximum. Parfois, vous voulez que des premières pages, vous spécifiez un nombre inférieur. Après, est-ce qu'on va conserver le séparateur entre les mots? Si les mots sont séparés par espace, par retour à la ligne, je dis oui, il va conserver ça. Mais vous pouvez le omettre parce que même les LLM, spécialement pour les fins de ligne, donc pour lui, c'est qu'un texte qui continue. Donc, celle-là, c'est la configuration par défaut donnée par Spring AI pour les fichiers PDF. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ce splitter-là, ce diviseur, sur mon document. Donc, maintenant, notre document, elle est divisé en plusieurs morceaux qu'on l'appellera chunked document. La dernière étape, c'est le chargement. Je vais charger maintenant ces morceaux-là dans la base de données. Donc, pour la dernière méthode, c'est simple, il n'y a pas une grande chose. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est Vector Store. Je dois injecter Vector Store dans mon contexte là. Donc, je vais faire comme ça. Je peux faire directement Final. C'est mieux. Je vais les injecter par constructeur.
Donc, pour celui-là, copier. Et je vais l'ajouter ici. Maintenant, nous avons créé notre ETL, notre ETL pipeline, la partie qui sera chargée de charger nos documents dans la base de données vectorielle. Je vais tester premièrement avec DBBVer pour supprimer les tests que j'ai fait hier. J'aimerais consulter la base de données pour effacer ce qui est déjà là. Donc, pour la base de données, c'est comme Postgres, c'est Postgres. Donc, pour les schémas, le projet va créer une table qu'on appellera Vector Store. Dans cette table, on aura les enregistrements suivants. Donc, je vais supprimer ça. Pour tester notre programme. Maintenant, je devrais lancer mon programme. Il devra lui aussi charger notre fichier, donc l'extraire, puis le transformer et l'enregistrer sous forme de chunk ou sous forme de morceaux dans notre base de données. On va essayer cette partie-là, la première partie de notre RAG. Donc après le chargement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé notre texte ou notre document. Donc il crée des ID. Je crois, est-ce que je peux agrandir ce fichier? Non. Donc content, si vous voyez ici, il a divisé, il a choisi ce morceau-là. Il a converti tout ce morceau-là de code comme un vecteur ici qui a la signification de ce texte-là. Donc après, pour le morceau suivant, il a choisi ce texte-là et l'a vectorisé sous forme de vecteur. Donc ici, on peut trouver les métadatas. Donc la file name, donc ce que vous avez posé comme question. Donc il connaît que ce morceau de code ou ce morceau de texte, il appartient au fichier suivant. Et vous pouvez ajouter d'autres tags si vous voulez. C'est dynamique. Vous pouvez même ajouter statut, type, ce que vous voulez. C'est un fichier JSON. Vous pouvez ajouter les tags que vous voulez pour faciliter la recherche ultérieurement. Mais pour le moment, je vais utiliser que les valeurs par défaut. Maintenant que notre première partie est finie, nous avons fait la partie suivante. Prendre notre document, utiliser un embedded pour convertir nos documents au format vectoriel et enregistrer nos documents sous forme vectorielle dans notre vector store qui est PG Vector. Maintenant, on va faire la chose qui est la chose importante, comment exploiter ces données-là. On va faire sûrement, certainement, ce qu'on a fait l'autre fois. On va créer un modèle, on va créer notre contrôleur qui reçoit une requête. Après, on utilise un client pour interroger notre LLM et reçoivent après les résultats. Donc pour cela, donc je vais réduire ça ou fermer.
Donc, nous passons à notre présentation. Nous sommes maintenant là. Nous avons déjà fait le chargement. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un contrôleur. Ce contrôleur-là sera chargé d'exploiter notre base de données. Donc, je crois que je vais copier directement. Paste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un contrôleur, je l'ai annoté avec REST controller, j'ai donné le path comme RAG. J'ai ici deux attributs, le vector store parce que j'ai besoin de consulter ma base de données et le chat client pour interroger mon LLM. Donc, sur le constructeur, j'ai injecté ce qu'il faut. Donc, pour le vector sort, je l'ai injecté. On va l'utiliser simplement comme ça. Ce qui est important maintenant, c'est ce code-là. On crée notre chat client. L'autre fois, on fait juste ce code-là, chat client builder.build. On peut ajouter la requête système ou le prompt système pour donner une identité à notre chatbot ou à notre LLM. Pour, pour cet exemple-là, je n'ai pas besoin de mentionner un système, mais c'est préférable de le faire. Donc, ce qui est important, c'est d'ajouter Default Advisor. Advisor, c'est un conseiller. On va ajouter un conseiller. Notre Spring AI a déjà un conseiller prédéfini. On l'appelle Question Answer Advisor Builder et vous donnez votre vector store. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce advisor-là ou ce conseiller-là? À chaque fois qu'il reçoit un prompt ou une requête de la part de l'utilisateur, il va interroger la base de données et il cherche tous les morceaux qui ont une similarité plus proche de notre requête. Donc, si je dis parfois donner les diplômes de Monsieur Khalid, par exemple. Donc, il va chercher dans la base de données tous les mots qui contiennent Khalid et diplôme ou les mots qui ont une similarité avec ces mots-là, surtout diplôme, et il va les ajouter avec notre prompt pour les envoyer à l'LM. L'LM reçoit un morceau de document qui contient quelques informations et la requête. Il va chercher dans ces informations-là ce qui est nécessaire et il va formuler la réponse à nous. Donc, voilà la première étape. La deuxième étape, je vais faire une méthode pour recevoir notre requête. Pour ne pas perdre le temps, j'ai déjà fait ça, copier. Donc, maintenant, nous avons à peu près terminé notre travail. Donc, j'ai créé une méthode get qui reçoit la requête comme paramètre. On va donner notre requête sous prompt et vous avez ici le choix soit call soit stream. J'utilise stream pour donner une allure de ChatGPT ou Gemini. Les textes viennent token par token. Donc, en utilisant ça, je peux maintenant interroger notre base de données. On va faire le test. Je crois maintenant que je vais arrêter le projet. Donc, pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. J'ai déjà téléchargé le fichier.
je ne vais pas laisser ce morceau de code-là s'exécuter deux fois. Donc, je vais le désactiver. Et je désactive ça. Ça y est. Je pense qu'elle tu peux juste commenter la notation component et elle va Se pas charger. l'exécuter. Ok, merci. J'ai oublié ça. Donc, notre fichier notre application est lancé. Je vais faire un test. Donc, localhost 8080 slash, je crois, rag et query. Donc, j'ai déjà fait un test, donner une petite présentation. Je vais maintenant dire donner ou quels sont les déploiements. Sont les diplômes de Tariq. Donc, j'ai posé cette question-là à notre LLM. Elle est formulée en langage naturel et on va voir qu'il va nous donner les diplômes si tout notre code marche très bien. Donc, je vais effacer ça. On attend maintenant parce que je travaille avec en local. Si je consulte PS, on voit que il charge ce modèle-là dans la mémoire. Et nous attendons la réponse. Si vous avez des questions, je crois qu'il va prendre une minute ou quelque chose comme ça. Mais si vous utilisez Google ou OpenAI ou DeepSeek, vous aurez des résultats instantanément. Ce sont des modèles qui utilisent des GPU ou des CPU spécialisés pour calculer rapidement les résultats d'un LLM. Je vous conseille ce site-là. Il contient tout le code que j'ai fait maintenant et toute la documentation. Il utilise des exemples simples. Donc vous pouvez parfois, si vous voulez, ajouter d'autres choses ou euh, quelques options qui sont particulières pour vos projets. Vous pouvez les trouver ici et faire le nécessaire pour que votre code marche très bien. Monsieur Khalid, si on a par exemple un site web à l'exemple de Confluence,
Oui, On a plusieurs pages de documentation sur un projet, par exemple. oui, Euh, si on veut, est-ce qu'on peut faire, par exemple, un scrapping de ce site oui, pour oui, récupérer toutes les informations et les transformer et les mettre dans un DB vecteur? oui. Comme ça, Oui, vous avez on raison, Monsieur peut. Imran. Elle est là, on est sur la page directement. GSOP, euh, c'est un scanner de page web. Il peut scanner web scraping. Après, pour l'exemple qu'ils ont mis ici, ils ont fait un fichier PDF, un fichier HTML en local. Mais la dépendance GSOP vous permettra de scanner directement un ensemble de documents HTML et faire ce code-là en boucle. Pour chaque HTML, pour chaque page, je vais l'enregistrer. Après, je vais pas, passer pour la deuxième, la troisième. Je vais le laisser quelques minutes ou quelques heures pour qu'il scanne tout le document et le convertir en document. Après, je peux les splitter ou les fragmenter en petits morceaux et l'injecter dans notre base de données. Vous avez raison, monsieur Emran, pour ça. Mais vous devez utiliser cette dépendance-là. Mais cette dépendance, elle peut lire seulement un seul fichier. Est-ce qu'il n'y a pas une Non, non. librairie? fait- GSOP, c'est un. GSOP, ici, ce n'est, GSOP, c'est déjà un web scraping pour Java, pour plusieurs pages. Il peut analyser les liens qui se trouvent dans une page et il va boucler sur ce lien-là. Euh, Spring AI, ils ont utilisé cette dépendance-là. Ils ont ajouté une surcouche pour l'adapter à leurs besoins. Mais vous pouvez faire un scan. Donc, vous donnez que la première page. Après, il va scanner tous les liens qui existent dans la première page. Donc, il va les consulter un par un. Donc, notre LLM maintenant, il donne les résultats. Les diplômes de formation de Tariq Khalid selon le contexte fourni. Il va lister tous les diplômes. Et c'est correct. Si on voit notre CV ici, donc j'ai quatre diplômes ici. J'ai cité quatre diplômes ici. Il va nous les citer aussi. Donc, L'essentiel, c'est la licence d'excellence en communication, Monsieur Khalid. c'est le dernier diplôme. Alors, comme vous voyez, Monsieur Khalid, il n'arrête pas à s'auto-former, à faire des formations, même s'il il a, il a obtenu son baccalauréat en 1998. Oui, Je, je pense même avant 2001, la naissance. Oui. j'ai obtenu mon baccalauréat en 2001. J'ai commencé, nous avons nos, 3 ans en bac. Nous avions 3 ans en bac, je crois, de En 1998 à 2001, 2001. donc même avant la naissance de quelqu'un parmi vous. Oui, je crois. Donc, je peux poser maintenant une autre question. J'ai demandé cette question-là. Je peux, par exemple, est-ce que monsieur, par exemple, est-ce que Tariq Khalid connaît Java? Donc, ou je peux faire, si j'ai plusieurs CV, je peux donnez-moi toutes les personnes qui ont dans leur CV la notion, par exemple, Java, le langage Java, database Oracle, par exemple, une autre chose. Il va lister toutes les personnes. Pour nous, nous n'avons qu'un seul, mais je peux demander est-ce que
Donc je demande une question et il va nous répondre à partir du fichier. Ça va prendre aussi 3 ou 4 minutes. Maintenant, oui, il va prendre un peu de temps. Si vous avez d'autres questions, je crois que maintenant, c'est ça le RAG. Vous pouvez, si vous voulez, créer des requêtes structurées. Moi, j'ai testé que la simple chose de streamer ou de faire call. Mais vous pouvez écrire ici entité et vous donner le format nécessaire. Par exemple, diplôme, l'année et le nom de diplôme. Donc, il va nous retourner une liste bien structurée, ce que vous pouvez afficher sur une page HTML ou une page mobile ou quelque chose comme ça. Tout ce que nous avons vu les autres sciences, vous pouvez l'utiliser. L'avantage maintenant que nous interrogeons un LLM avec nos bases de connaissances. Donc il va chercher dans notre base de connaissances ou dans notre vector base, database. J'aimerais l'appeler base de connaissances parce que c'est plus pertinent. Donc il va chercher dans notre base de connaissances et il trouve les morceaux qui ont une relation significative avec le contexte que nous voulons. Le LLM va mettre en forme, va transformer les résultats, soit sous forme de texte, soit sous forme de JSON, pour que vous pouvez l'utiliser simplement et facilement. Donc, elle est en cours, notre exemple là. Si vous avez d'autres questions, je crois que j'ai terminé le guide pour cette séance-là, pour vous donner que l'essentiel et vous donner un point de départ pour travailler avec le concept de RAG. Merci beaucoup, Sir Khalid. C'est une présentation très riche. Merci. J'aimerais bien que les autres posent des questions, bien demandent des clarifications s'il y a un point qui n'était pas clair. Pour moi, c'est bon. J'ai même maintenant des idées de projets dans Je ma sais que tête. vous m'avez déjà dit que vous avez une idée de projet sur la recherche d'informations à partir d'un document, des documents ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est très important. Merci beaucoup, Sir Khalid. De rien, M. Imran. Donc, si vous n'avez pas de questions, la réponse de notre LLM, elle est lente, mais je suis sûr qu'il va répondre correctement à ma question. Euh, J'ai une petite question, Monsieur Khalid. oui, Si on veut, par exemple, au lieu d'utiliser Olama, on veut utiliser, par exemple, Google ou DeepSeek, oui, oui. quelles sont les modifications qu'on devrait apporter au niveau du fichier de configuration? Donc, on devrait faire deux modifications. Premièrement, la modification importante, c'est dans le, le fichier ici. Au lieu d'injecter la dépendance Olama, je vais injecter la dépendance de mon fournisseur, soit OpenAI, Gemini. Il existe plusieurs fournisseurs pour Spring Ouais, AI. ça c'est clair. Et Maintenant, après, pour l'embedding, je vais chercher, oui, deux choses. Premièrement, je vais choisir le modèle et l'URL et je vais demander à mon fournisseur de me donner le nom d'embedding par défaut de ce modèle-là. Vous pouvez chercher sur Google et il vous donne, par exemple, euh, ou Gemini.
Donc le nom, il est là, le voilà. Gemini Embedding 2. C'est sorti en 2006. Donc c'est le dernier embedding utilisé par Gemini. Pour OpenAI, c'est la même chose. OpenAI. Donc c'est la Text Embedding 3. Text Embedding 3. Elle est lancée en 2024. Et il y a deux variantes, large et small, selon vos préférences ou selon le coût. Je crois que le large il va coûter un peu plus que le small. Après, qu'est-ce que tu vas... Ça y est, seulement ces deux lignes. Ok, merci, Monsieur Khalid. Euh, Tu peux revenir, Oui, au code. s'il vous plaît. Là, euh, Spring AI Dimension. Les dimensions, oui. Ça se fait pas automatiquement si à nous Je crois de faire que ça, pour les autres, ça se fait automatiquement. ça se fait automatiquement. Automatiquement, oui. Pour Pour, celui-là, c'est à nous de l'indiquer. oui. Je crois que même si pour la main, je peux effacer cette ligne-là, mais j'aimerais que vous saviez que c'est essentiel que le modèle choisi, il doit, euh, il doit avoir le même nombre de dimensions que l'embedding. C'est ça mon idée sur ce modèle-là. Pour les modèles comme Google et OpenAI, il y en a des métadonnées. La plupart de la configuration se fait automatiquement parce qu'il aura une petite négociation entre le modèle et l'application pour connaître les paramètres. Merci, Monsieur Khalid, pour ces informations enrichissantes. J'ai une question, Oui, euh, mais ça ne fait pas partie de la formation d'aujourd'hui. مرحبا ماشي. Euh, on a notre projet PFA. C'est un projet de génération des emplois de temps. Oui, Donc, je demande vos conseils. Comment on peut intégrer Spring AI dans ce projet? donc vous avez un projet très bien spécifique, c'est la génération des emplois du temps. Pour la génération des emplois du temps, je vous conseille un autre ou une autre dépendance. N'utilisez pas Spring AI, utilisez OptaPlanner. 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 OptaPlanner, c'est un projet qui est spécialisé dans la planification. Il vous sert très bien dans vos projets. Euh, Ce type-là de problème, on l'appelle, je crois, l'intelligence artificielle par contrainte. Donc, dans l'exemple de l'emploi du temps, on a des contraintes. Par exemple, Est-ce que les c'est études. comme TimeFold? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est comme la bibliothèque TimeFold? Je connais pas TimeFood, mais OptaPlanner, c'est une bibliothèque qui peut vous aider à planifier ou à trouver le plus court chemin ou le plus long chemin euh, dans un problème. Euh, Vous trouvez directement, ils ont, je crois, changé le nom euh, à TimeFold. La dernière version s'appellera TimeFold. Vous pouvez trouver ici des exemples d'emploi du temps. J'ai déjà fait un exemple, mais je peux vous donner quelques conseils à suivre.
vous devez savoir quelles sont les contraintes dans un emploi du temps. Par exemple, les étudiants, ils ont que pas 30 heures par semaine. Ils ne doivent pas passer 30 heures par semaine. Ça, on appelle une contrainte. Le prof a par exemple 20 heures par semaine. Donc, il ne dépassera pas 20 heures par semaine. C'est une contrainte. Par jour, on ne dépassera pas, par exemple, 6 heures par jour. On ne peut pas attribuer deux groupes en même temps à un formateur ou à un prof. Le groupe ne peut pas avoir deux enseignants en même temps. Donc, je vais lister ces contraintes-là, toutes les contraintes. Je vais les donner dans un format bien défini à OptaPlanner, où maintenant elle est appelée TimeFold. Donc, timetable pour emploi du temps, ils ont nommé la TimeFold. Le OptaPlanner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire tous les possibilités possibles. Il va réaliser toutes les possibilités d'emploi et il va éliminer tout ce qui est en contradiction avec vos contraintes. Après, à la fin, il restera un emploi du temps qui respecte toutes vos contraintes. Je crois que c'est la meilleure chose ou c'est la meilleure solution pour votre problème-là. Vous trouvez des vidéos sur OptaPlanner en utilisant des exemples d'emploi du temps avec, je crois, ils ont utilisé Angular comme front-end et Spring avec TimeFold comme back-end. Elle est très puissante. D'accord, merci. Oui. Je dis juste merci beaucoup. De rien. Cette dépendance elle est très puissante dans ce type de planification. L'intelligence artificielle générative jusqu'à maintenant ne peut pas planifier des choses trop complexes. Elle peut faire quelque chose de simple, mais planifier ce type de projet, et on peut dire que ce n'est pas la spécialité de l'intelligence artificielle générative. Parce que c'est un problème déterministique. Je dois avoir à chaque fois le même résultat ou des résultats qui respectent mes contraintes, mais avec l'intelligence artificielle, à chaque fois, j'aurai des résultats totalement différents et elle ne respectera jamais mes contraintes préalables. Donc, la réponse de notre première question concernant Java, je crois qu'il a déjà répondu. Oui, et il justifie parce qu'il connaît maintenant Java EE, Spring Framework et Quarkus, Java FX Swing. Selon ces compétences-là, on peut qualifier que cette personne-là connaît Java. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Si personne n'a une autre question, peut Oui. s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Oui, merci. Et pour ce, je vous remercie beaucoup pour la qualité de présentation et pour la participation des étudiants. Oui. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une autre séance la prochaine fois, Monsieur Khalid Je crois que nous avons une vacance la semaine, la semaine prochaine ou après. Euh, on peut faire une dernière séance sur les MCP. Ok, Le protocole Inch'Allah. MCP, si vous voulez. Inch'Allah. Le protocole MCP, Oui, donc c'est un sujet intéressant. oui. Merci beaucoup, c'est Khalid. Merci à vous. Et salam alaikum. Merci à À la vous. Je prochaine vous fois, Inch'Allah. souhaite le bien que vous méritez. Inch'Allah. Wallah yuffaq. Ça.